recevoir cet après-midi Jean-Baptiste Thibon. Tu peux venir avec nous. Nous allons accueillir également Agathe Hubert. Et nous allons accueillir Diego Duréo. Je vais vous présenter en quelques mots nos partenaires de la table ronde. Je vais commencer par Agathe. Tu es membre d'ESSE depuis 2023. Tu es mariée à Alexandre, qui est dans la salle, président de région. Et tu es maman de 4 enfants. Tu es infirmière de métier. Tu diriges la maison de Boisvert, qui est une colocation pour personnes âgées dont l'autonomie diminue ou pour laquelle la solitude devient pesante. Avec ton équipe d'animatrices, vous cherchez à maintenir l'autonomie de vos résidents. Vous espérez qu'ils soient heureux, qu'ils aient des projets et des liens avec le monde grâce à des interventions extérieures liées au bien-être de tous. Alors Jean-Baptiste, toi tu es psychosociologue, tu es conférencier professionnel, comédien, ça j'ai hâte d'aller voir, et cofondateur des congrès Nouvelle Ère, dédiés au passage du handicap au bien commun. Tu es un facilitateur pour dépasser les préjugés et transformer les contraintes du handicap en levier de coopération. Grâce à ton engagement à faire évoluer les regards sur le handicap, la diversité et le leadership. Tu es marié à Séverine, père de 3 garçons, diacre permanent à Lyon, au cœur des paroisses salésiennes depuis 2018. Pour toi, le handicap sert le monde, lui ouvre les yeux sur la vérité. Une personne handicapée est un plus dans une entreprise. C'est pour cela qu'il faut former des managers, des collaborateurs, des travailleurs porteurs de handicap. Et Diego, toi aussi tu es membre d'ESSE depuis 2019. Tu es marié à Hélène et père de 4 enfants. Oh, j'ai fait la même avec Vincent. Ça, c'est de la fraternité. Tu diriges la société FLS pour France Luxury Shirt, une manufacture de chemises de luxe qui conjugue savoir-faire et industrialisation, avec un effectif de 90 personnes, dont 20 contrats de professionnalisation et 15 personnes en formation. L'atelier a créé son école de formation interne. Ta fabrication est destinée à 80% aux hommes et 20% aux femmes. Vous avez une politique de recrutement tournée vers les personnes défavorisées que vous formez afin qu'elles puissent fournir un travail de qualité avec de la rapidité et des personnes polyvalentes sur les modèles. Nous allons parler autour de cette table ronde de l'accueil principalement, mais cet accueil qui va nous mener à pouvoir vivre une fraternité, et nous ferons un parallèle entre ce que nous vivons dans le mouvement et ce que nous vivons dans l'entreprise, pour montrer la fécondité qu'on traite de ces attitudes d'accueil. Alors je me tourne en premier lieu vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous dire comment la fondation des congrès des congrès Nouvelle Ère a-t-elle été accueillie? Nouvelle Ère a été très bien accueillie. Nous en sommes on a fait le 9e cette année et l'année prochaine on fait le 10e le 24 juin 2026 à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on change de nom
mais c'est toujours bail nouvelle ère, mais on devient le sommet de la résilience humaine. Parce que on parle beaucoup de résilience, des organisations résilientes. Ok, c'est très bien, mais la résilience, c'est avant tout des hommes et des femmes qui, face à l'adversité, réussissent à surpasser, à lutter, à résister, et Dieu sait s'il y en a besoin aujourd'hui. Merci. Et alors le 24 juin, on peut aussi rappeler que c'est la Saint-Jean-Baptiste. Et donc j'espère que ça sera aussi la fête. Oh, c'est fait tout à fait par hasard. Voilà. Agathe, j'aimerais te demander quelle est la différence qu'il y a eu entre l'accueil que tu as reçu par les structures officielles et l'accueil que tu reçois aujourd'hui par les colocataires qui habitent ta maison et puis leur famille. Alors, mon projet, il est né il y a 12 ans et j'ai ouvert il y a 8 ans. Voilà, donc il y a 12 ans, j'ai présenté le projet à Alexandre, donc mon mari. Je me suis dit qu'il fallait au moins qu'il soit d'accord, il était partant. Ensuite, on en a parlé aux enfants qui étaient partants, et du coup, je me suis dit, bon, quand 2 ou 3 sont présents, Dieu est là, donc on y va. Je me suis présentée au département qui m'a dit, vous ouvrez, on vous ferme. Donc, j'ai pas ouvert. Et puis, 4 ans après, voilà, des soucis de santé ont fait que je me suis retrouvée de l'autre côté, et je me suis dit, quand même, le projet revient en tête. Et donc, je me suis dit, il faut que je remette ça sur le tapis. Mais comment je vais retourner voir les instances avec le même projet? Donc cette fois-ci, j'ai changé mon orientation. J'ai pris un conseiller spirituel pour l'entreprise, pour l'idée. Et je lui ai expliqué un petit peu le projet. Avec Alexandre, on a présenté le projet et on lui a demandé si c'était quelque chose qui pouvait répondre à l'appel de Dieu. Donc il nous a confortés dans notre projet. Et là, j'ai demandé un rendez-vous directement avec le président du département. Je ne voulais pas passer par ses services et on m'a dit qu'on ne pouvait pas avoir accès au président. Et donc, moi aussi, j'ai été tenace et j'ai dit, écoutez, il est dans le journal tous les jours, donc je connais sa tête. Je vais prendre une année de congé sabbatique de mon entreprise et puis je vais venir à l'entrée. Et puis à un moment, il passera devant moi et je l'interpellerai. Et du coup, le lendemain, j'avais un rendez-vous avec lui. J'ai présenté le projet et puis il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi les services s'y opposent. Et je lui ai dit, je ne sais pas, c'est vos services. Et donc il m'a dit, allez-y et j'accepterai que vous ouvriez. Et donc on a trouvé, on a investi, on est arrivé devant la banque, tous les deux, la banque où Alexandre avait son entreprise. Et puis j'ai présenté le projet à la banque qui m'a dit, qui s'est tournée vers Alexandre et qui a dit ton entreprise va bien, tu veux vraiment qu'elle te ruine? Et donc là j'ai fait super, encore une deuxième épreuve. Donc je lui ai dit non, je ne pense pas le ruiner, en fait j'attends que vous me prêtiez tout l'argent, donc c'est pas lui que je vais ruiner. Et elle m'a dit nous on ne prêtera pas, c'est trop social ce que vous voulez faire. Donc je me suis tournée vers elle et je lui ai dit écoutez, j'ai besoin de 700 000 €, vous ne voulez pas me les prêter, j'ai travaillé avec 70 chirurgiens, je vais leur demander chacun 10 000 € et je pense que je les aurai les 700 000. Et je me suis mise à partir. Et puis, elle m'a dit, asseyez-vous, on va trouver une solution. Donc, la solution, on l'a trouvée. Elle est revenue au moment du projet, 6 mois après. Elle est revenue me voir et elle m'a dit, je ne croyais pas en votre projet, je vois que c'est plein. Donc, je voulais vous dire que vous avez bien fait d'être tenace. Ça, j'ai trouvé que c'était assez chouette qu'elle vienne le redire. Et puis ensuite, au moment où je devais ouvrir, je n'avais toujours pas l'autorisation d'ouvrir, mais on avait tout signé, tout était construit.
Et donc j'ai réécrit au département en disant je comprends pas, j'ai pas l'accord. Et il m'a dit mes services s'y opposent, donc je vais vous faire un papier qui vous dit qu'on vous tolère. Et donc jusqu'à aujourd'hui, je suis juste tolérée, mais je ne suis pas acceptée. Jusqu'à temps que la loi Habitat Inclusif arrive en mars 2022. Et là, c'est le département qui est revenu vers moi en disant ça y est, on a trouvé une case pour vous, nous voilà soulagés, vous allez être habitat inclusif, mais il va falloir faire ça, ça, ça. Et donc là, je me suis tournée vers eux et j'ai dit mais moi, j'ai jamais demandé de case, donc je ne ferai pas ça, 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 ça. En fait, c'est si vous voulez me mettre dans la case, vous m'y mettez, si vous ne m'y mettez pas, c'est pas très grave. Et comme ils n'aiment pas qu'on soit hors case, eh bien, ils m'ont mis dans la case et je suis invitée aux réunions et à toutes les réunions, je continue de dire que quand on a un cap, il faut le garder. Voilà. D'où la ténacité comme ça. Alors l'autre partie, les locataires. Alors les locataires, oui, pardon. Les locataires, alors eux, ils se sont visités, ils ont demandé à rentrer. Notamment le premier, mais la chambre était... En fait, parce que j'ai fait une porte ouverte pour présenter, parce que ça causait pas mal, donc j'ai fait une porte ouverte pour présenter le projet, mais j'allais ouvrir que 15 jours après. Et après la porte ouverte de famille, d'abord une famille est arrivée en me disant « Nous, on aimerait bien que tu prennes notre oncle demain, puisque l'hôpital le sort. » Et j'ai dit « Mais moi, en fait... Alexandre n'a pas fini la tablette, là il y a une baguette à mettre, c'est pas grave, on finira. » Donc le premier, j'ai accepté, on finissait les travaux. Le deuxième est arrivé une semaine après. Moi, j'avais pas trop eu le temps d'organiser la vie familiale, donc je me suis dit, oh là, tout me tombe dessus. Donc j'ai pris, le troisième est arrivé, le quatrième, et puis en fait, je me suis dit, après tout, t'as voulu ouvrir, et le Seigneur t'envoie du monde, alors il faut que tu reçoives, et voilà. Alors après, ce qu'il y avait, c'était que on est assez impliqués dans notre vie paroissiale, parce qu'on est dans un village, et venait l'étiquette de l'entreprise chrétienne, et donc plusieurs nous tombaient dessus en disant oui, normalement t'avais dit que c'était une maison laïque, etc. Donc je leur ai dit mais je suis dans une maison laïque. J'ai ouvert une entreprise laïque, mais dans les communs, il y a ce qui représente les locataires et ce qui représente aussi moi, mes convictions. Et donc, il y a eu plusieurs visites où j'étais attaquée parce qu'il y avait un crucifix ou une Sainte Vierge. Et en fait, je leur ai dit, mais dans les communs, ça appartient à tout le monde, donc je peux, mais dans les chambres, chacun met ce qu'il veut. Donc là, maintenant, ça, c'est aussi toléré. Donc il y a du progrès. Chaque jour suffit sa peine. Grâce à ta fidélité. Hein. Ouais, sûrement, ma prière. Je me tourne maintenant vers Diego. Diego, tu as implanté ton entreprise au pied d'une barre de HLM, dans une population mixte, on va dire. Et est-ce que tu peux nous parler de l'accueil que tu as reçu, à la fois aussi, comme Agathe, hein, par les pouvoirs publics et par l'entourage? Alors, effectivement, le constat était de partir du fait qu'on avait du mal à recruter, comme toute entreprise. Et dans notre réseau local, il y avait cette association qui s'occupe donc d'aider les femmes qui sont seules avec les enfants dans les bars de HLM et qui sont un peu enfermées. Et la réflexion est venue d'ailleurs de membres de notre équipe, EDC, de dire pourquoi tu ne formerais pas des personnes de la SOS. Et c'est là où je pense que par rapport à l'accueil, une des données importantes, c'est le temps. Il faut effectivement pouvoir y accorder du temps et le financement de ce temps. C'est absolument nécessaire parce que ce qui a fait la réussite, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie d'alliance. C'est qu'il y a quelqu'un qui a levé tous les freins, que ce soit de notre côté entreprise ou du côté de l'association ou des personnes qui allaient entrer en formation, pour leur permettre d'y accéder. Parce que la marche est souvent très haute quand on parle d'insertion sociale vers l'entreprise. Et que c'est casse-gueule si la marche est trop haute. Alors que si on nous soutient ou si on fait un escalier avec des petites marches, et avec le temps, on réussit à les gravir les unes après les autres. Et alors effectivement, dans le cadre législatif, c'est pareil, on rentrait dans aucune case. Et au contraire, on nous disait, mais ce que vous faites, c'est débile,
c'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut commencer par leur faire une formation en français, patati patata, voilà. Alors, nous, on avait les financements pour pouvoir le faire, donc on a dit, bah tant pis, on y va, on le fait. Et d'ailleurs, on est toujours sur nos fonds propres, en fait, voilà, parce qu'effectivement, on ne rentre pas dans les cases de l'État. En revanche, effectivement, devant le succès de l'opération, aujourd'hui, tous les opérateurs de la préfecture, à France Travail, aux mairies, nous soutiennent dans le projet. Et ça, c'est chouette. Parce qu'ils nous accompagnent pour notre développement global d'entreprise, parce qu'ils voient le bien que l'on fait dans la société. Et en plus, ça a permis à l'association, qui était en très grande difficulté, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les financements des associations sont très réduits, ça lui a permis de gagner un certain nombre de prix pour cette innovation sociale, qui lui permet aussi de survivre, voilà, tout simplement. Donc, accueil étatique au départ, on nous disait non, vous n'êtes pas dans les cases, vous n'avez pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, il est très bon, on reste hors des cases, c'est ce que tu dis, voilà. On n'est toujours pas dans les cases. Et si on a une petite révolution à faire, c'est ça. C'est arrêter ce monde des cases, c'est les gommer et savoir adapter le cadre aux initiatives. Et en interne, si je puis le dire, parce que grosse résistance en interne, il ne faut pas croire que c'est rose. Au départ, l'encadrement, qui était la première partie prenante dans l'organisation, était vent debout, en disant on ne va pas en plus faire du social, on a déjà plein de trucs à gérer, c'est compliqué. Pour finalement y adhérer et limite se battre pour aller faire des formations dans la barre d'immeuble, voyant ce que c'était que de leur permettre d'apprendre un métier et de s'insérer et de transmettre leur savoir. Après, ça reste effectivement du multiculturalisme. On est à 21 nationalités dans l'entreprise, donc c'est des rapports au travail, c'est des façons de communiquer, des éducations différentes, et c'est un défi au quotidien. Merci. Jean-Baptiste, lorsque nous avons préparé la conférence, tu m'as partagé que tu avais le souci d'intégrer des personnes handicapées à tous les niveaux de l'entreprise. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu penses qu'un handicapé peut être une richesse, à quelques niveaux que ce soit, même au niveau de l'encadrement. Déjà, un handicapé, ça n'existe pas. Handicapé ne peut être un adjectif qualificatif. Le handicapé vient qualifier le nom de personne. Personne handicapée. Alors, il y en a qui vont vous dire personne en situation de handicap, pour moi c'est beaucoup trop long et ça revient au même parce que certes c'est l'environnement de travail qui, dans la mesure où il est adapté, la personne n'est plus handicapée, oui, mais quand elle ressort dans la rue, elle est encore handicapée, donc elle est handicapée. L'accueil d'un travailleur handicapé dans l'entreprise est essentiel. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire vu la situation économique. Parce qu'il y a d'autres choses à faire pour les entreprises. En ce moment, la peur des travailleurs handicapés, on verra après. Il y a quand même du business à faire rentrer, oh là là, c'était ce qu'on m'a dit en 2024. J'ai rien eu en 2024. D'ailleurs, il faut vous dire que personne ne m'a embauché. Personne. Vous savez qui? Tous des amis, ils m'ont fait 2 CDI parce que
il voulait m'aider dans la paperasse et la gestion de l'entreprise. Mais sinon, j'ai plein d'amis et j'en suis heureux. Vu que c'est vraiment milieu social, j'ai plein d'amis qui sont chasseurs de tête. Ben, ça c'est moi. Ben non, attends, Jean-Baptiste, comment dire, non, mais, ok, si tu étais handicapé, ben, je le suis, oui, mais handicapé en fauteuil roulant. Là, on peut rendre accessible l'accès, un ascenseur, mais attends, ton handicap, non mais tu marches pas droit, on te prend pour un bourré. Le vin était bon d'ailleurs. Vous vous rendez pas compte, et ça m'a refoutu un peu droit. Mais tout ça pour vous dire que ça va être mon master 2. On est dans l'accueil. Dans le master 2 que j'ai en psychosociologie, donc niveau cadre, je voulais être entrepreneur, dirigeant, personne n'a réussi à m'encadrer. On n'arrive pas à m'encadrer. D'ailleurs, un cadre, un dirigeant, c'est un cadre. Ben, c'est quoi? C'est une catégorie sociale. Donc, le dirigeant qui innove quelque chose qui n'existe pas, oh ben non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, vous voyez, on n'a rien compris à l'innovation. Parce que l'innovation, c'est justement innover quelque chose de nouveau. Non? Donc, il n'arrive pas à être encadré. Donc, on a repris déjà aux États-Unis, et nous, les Chinois nous copient, et nous, on essaie de mettre des cadres. Ben oui. Ben, on va crever. Bon, alors, j'ai pas répondu. Non mais, j'en voyais beaucoup qui avaient pris comme moi 3 verres de pinard et qui dormaient. Pas moi, on dit fallait les réveiller. On était à l'âge du handicap à chaque niveau de l'entreprise. C'est important justement dans la situation actuelle du pays, mais ce n'est pas la priorité malheureusement. Parce que quand une société va mal, quand une famille va mal, on fait tout pour protéger les personnes fragiles. Alors il y a la fondation Agir qui essaie de le faire, et c'est super, mais on a perdu aussi une des racines
plutôt on a coupé une des racines de notre beau pays français qui est l'emblème du chevalier. Le chevalier, qui est l'entrepreneur, doit protéger le plus faible, le plus fragile. Et c'est ça la fraternité aussi. Mais mes amis, la fraternité, c'est bien beau, mais depuis 2 ou 3 ans, la fraternité, elle s'en est pris un méchant coup dans l'aile avec cette loi qui bat de l'aile, mais elle continue à battre de l'aile. Je veux parler de l'aide à mourir. Alors, toutes les associations de personnes handicapées vont me dire « Mais non, mais évidemment, les personnes handicapées, pour des raisons d'égalité, doivent aussi être autorisées à accéder à l'aide à mourir. » Ouais. Ben, on ne se rend pas compte d'un truc. C'est que, ouais, il n'y a pas de l'égalité, c'est qu'on va être pressé. Quand il n'y aura plus d'allocation, quand il n'y aura plus de moyens, là on met le handicap de côté, parce que en 2030, on doit s'occuper des vieux. Je suis désolé d'être direct, mais cette loi va passer, même si on essaie de se battre tant bien que peu, elle va passer, et 2030, c'est le pic des personnes âgées en EHPAD. Comment on va faire? Ah, ben ça alors, ben heureusement, il y aura une loi pour ça. Donc on y va. Et puis après, les personnes handicapées, et là c'est vraiment l'accueil, aussi l'accueil personnel, parce que moi, l'allocation d'adulte handicapé, 990 € par mois. Waouh, super! J'ai envie de m'en séparer depuis 20 ans. 20 ans, j'ai envie de me débarrasser de cette allocation. Parce qu'il faut déclarer tous les 3 mois comme le chômage d'ailleurs. Mais je ne peux pas m'en séparer. Pour m'en séparer, avec ma situation, il faut gagner un minimum de 3 000 € par mois, avec mes charges de famille. Je ne les ai pas, mes 3 000 €. Donc, même à la retraite, je suis désolé, on n'avait pas prévu ça, mais c'est important parce que c'est l'accueil, la fraternité et aussi des éléments économiques, vous voyez, par rapport au handicap. J'ai fait une simulation, je peux prendre ma retraite à 58 ans. Oh, génial! On va me dire, super! 58 ans! Oh, ouais.
combien 640 euros de retraite. Ouais, c'est super. Alors, inutile de vous dire que je ne la prendrai pas à cet âge, mais je continuerai comme je fais depuis toujours, c'est-à-dire en m'abandonnant. Merci Jean-Baptiste. Alors, accueillir, c'est aussi entrer en relation avec l'autre. Est-ce que la façon dont vous entrez en relation avec les autres, dans votre entreprise ou dans vos engagements, change l'environnement, vos collaborateurs? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez apporté un changement dans votre entreprise? Le fait d'accueillir différemment? En tout cas, j'essaye. C'est ce qu'on dit, c'est pas nous qui allons convertir les cœurs, c'est le Seigneur. Nous, on ne peut que témoigner de ce que l'on vit et le vivre pleinement. Donc effectivement, c'est au quotidien essayer d'accueillir, comme on le disait ce matin, voilà, la personne qui a été absente en maladie pendant longtemps, prendre le temps de la réintégrer, d'accueillir, d'être là. Et c'est pour ça que je dis que c'est du temps et que c'est un investissement que de pouvoir vivre la paternité en entreprise, un vrai investissement. Et donc moi j'essaye de témoigner au quotidien. Les retours que j'en ai, c'est que ça diffuse quelque chose. On dit effectivement, vous nous dites à tous bonjour, tous les jours, avec le sourire, vous avez un petit mot, vous prenez le pouls. Voilà, c'est être présent dans cette relation humaine, même si on est effectivement de plus en plus pressé par une productivité, une rentabilité, un environnement anxiogène, pas perdre ce cap. Et j'ai un peu l'impression que c'est comme, en fait ça revient à aimer. C'est comme l'amour dans le mariage, c'est-à-dire que tous les jours, il faut le décider. Parce que tous les jours, c'est un effort. Moi, je pense que accueillir, c'est un peu comme dit Diego, donner le battement de cœur. Si, en fait, on fait notre travail sans avoir le désir d'accueillir, sans avoir le désir d'aimer l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire avec aussi ses agacements, eh bien, en fait, on fera pas du bon boulot. Et moi, quand j'ai recruté, puisque j'ai dû ouvrir une deuxième maison de façon à pouvoir prendre une salariée, tout le monde me disait qu'est-ce que tu vas prendre comme profil de salarié. Et en fait, moi, celles que j'ai embauchées, là j'en ai plusieurs, à chaque fois elles me disent j'aimerais bien travailler pour toi, mais sûrement que je ne suis pas diplômée comme tu voudrais. Et je leur dis, moi, ce que je veux pas de diplôme, je veux juste des gens qui ont envie de s'occuper de Dieu. Parce que s'occuper de Dieu, c'est tous les jours. En fait, c'est souvent... ils ont un baromètre qui n'est pas toujours au beau fixe. Donc, en fait, il faut avoir la niaque pour, en fait, toujours élever l'autre. Et c'est ça, accueillir. C'est accueillir, quand on n'a pas beau temps, forcément, la journée, elle va être longue. Et bien, c'est de dire, ok, il n'y a pas beau temps, mais on va faire ça, ça. C'est accueillir aussi, je me suis positionnée sur les écoles et puis je suis lieu d'accueil de stagiaires parce que je pense que tout ce qui est aide à la personne, etc., elles ont besoin d'être réconciliées avec la personne vieillissante parce que souvent elles sont envoyées dans des stages où en fait c'est un peu du travail à la chaîne et nous on prend plus le temps. Et souvent, les professeurs m'envoient des élèves qui, en fait, ont été un peu blackboulés dans des services où elles peuvent avoir vécu leur premier mort, leur premier tout ça. Et en fait, elles disent, je crois que je ne suis pas faite pour être soignante, c'était difficile, etc. Et moi, je récupère un petit peu ces jeunes qu'il faut chouchouter, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut préparer à la vie humaine qui peut, en effet, ne pas être au top. Dans le corps, dans l'esprit ou dans la façon tout simplement d'être. Parce que moi je suis plutôt un caractère speed et je travaille avec des gens qui sont très lents. Et au début je me suis dit mais qu'est-ce que je suis allée monter ce truc-là? En fait c'est l'opposé de moi, comment je vais faire? En fait j'ai appris à prendre le temps. Ça m'a demandé beaucoup, mais je pense que c'était ce dont j'avais besoin en fait.
Donc je pense qu'accueillir, c'est être vraiment en face de celui, et on se dit qu'est-ce qui serait bon pour lui pour qu'elle soit au top de son talent, quoi. Tu as aussi une vocation pour maintenir les personnes âgées au mieux de leur autonomie. Est-ce que tu veux nous parler aussi de cet aspect-là? Alors moi, je pars du principe que quand on vit, c'est pour vivre, il faut être. Et donc, pour vous donner une idée, en fait, les personnes que j'accueille, elles ont entre 92 et 102 ans. Donc, vous imaginez bien que le degré d'autonomie est un petit peu diminué. Mais l'objectif, c'est à L4 de faire à peu près une personne autonome. Et donc, c'est à elles de développer ce qu'elles peuvent encore faire pour pouvoir le mettre au service de la communauté maison. Et donc, le soir, autant le midi, on mange avec elles, autant le soir, on ne mange pas avec elles. Et donc, il faut qu'elles arrivent à L4 à chauffer la soupe, la porter jusqu'à la table, mettre le couvert, débarrasser, aller chercher dans le four. Donc tout ça, ça veut dire que, par exemple, Thérèse va mettre sur la tablette du déambulateur de Raymond, qui va rouler jusqu'à la table, qui va être repris par Colette, et là nous arrivons sur le... ça fait un petit peu ça quand même. Mais bon, elles finissent par manger, hein, et elles finissent par y arriver, et donc au début, c'est sûr que c'est tout ça qui les met un petit peu en stress, parce que quand elles arrivent, souvent il y a eu portage de repas, elles avaient une assiette à ouvrir avec le plastique, à mettre dans le micro-ondes, et puis il n'y avait plus de vaisselle, il n'y avait plus de tout ça. Et là, en fait, je leur demande de revivre ensemble, mais ça les fait aussi exister. Et donc, elles mettent la main à la pâte en préparant le repas, etc. Mais ça veut dire de la participation. Et la participation, c'est ce qui permet de rester vivant, en fait. Jean-Baptiste? Oui, par rapport à l'autonomie, il y a une tromperie sur le mot, parce que aujourd'hui on pense que l'autonomie c'est littéralement autonomos, sa propre norme, sa propre loi. C'est pas du tout ça l'autonomie. L'autonomie, on est la preuve vivante entre les 4 personnes âgées. Elles ne sont pas toutes seules. Elles se demandent de l'aide réciproquement. La mise en relation. Et c'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est savoir demander l'aide dont nous avons besoin à la bonne personne et au bon moment. Quand vous entendez cette phrase, vous vous dites peut-être, mais moi, dirigeant d'entreprise, pour discerner dans ma gouvernance ou dans mes équipes, mais je dois faire pareil. Je dois demander de l'aide dont j'ai besoin à la bonne personne et au bon moment. C'est tout à fait ça. Une société performante, c'est pas une addition d'individus, de personnalités qui veulent s'enraciner, agripper le pouvoir, et je sais tout, et j'ai raison. Non, c'est demander de l'aide. Et vous voyez, c'est là où le handicap en entreprise est primordial. Savoir demander de l'aide. Une dernière intervention. Diego, tu demandes à
des salariés d'avoir une polyvalence. Voilà. Et est-ce que le fait de pouvoir les mettre en responsabilité, de pouvoir leur donner de l'autonomie, ça leur permet aussi d'accéder à cette polyvalence? Oui, c'est lié. On devient polyvalent quand on est capable soi-même de gérer son poste, alors que ce soit avec la limite qui est la demande de l'aide, mais la capacité à faire différentes choses, différentes tâches. Mais là encore, c'est un défi. Et c'est tout le principe d'ailleurs de la subsidiarité qui est au cœur de la pensée sociale chrétienne. C'est donner les moyens à chacun de réussir à faire au mieux ce qu'il peut faire et son degré maximum d'autonomie. Mais là encore, c'est un truc en mouvement, c'est jamais acquis, c'est un mouvement permanent. Parce que, effectivement, comme nous spécifiquement, on part d'une situation personnelle très fragile, la montée vers l'autonomie est un défi d'autant plus large. Je crois que nous avons découvert plein de facettes de cet accueil, voilà, des pistes sur l'autonomie, sur la polyvalence, sur la demande. Et je vous remercie tous les trois d'avoir contribué à élever notre débat sur ce sujet-là. Merci et à bientôt.